Bonjour à toutes et à tous. On a une belle session qui nous attend de communication libre. 6 communications, je pense. Et puis, comme d'habitude, on a des amis qui sont connectés de loin, qui nous écoutent. Et je voudrais saluer très chaleureusement le professeur Odimba de Zambie qui est avec nous de manière régulière, et puis nos amis du Brésil aussi. Merci, merci, Merci à vous d'être avec nous. Vos questions merci, nous honorent. merci, Puis la tradition. Ah, ben en plus, on vous voit en vrai. Formidable. Formidable. On est très heureux que vous soyez avec nous. merci. Et nous allons commencer, comme d'habitude, avec 2 petites nouveautés et ensuite le rapport des sessions de la semaine dernière avec notre secrétaire perpétuelle, Arlette Colchen-Persson. Merci, Madame la Présidente. Alors, d'abord parler d'une œuvre commise par Hubert Joannet, la chirurgie cœlioscopique, histoire d'une révolution. Ben, je te laisse la parole, tu en parleras sûrement beaucoup mieux que moi. Oui, en fait, voilà. C'est pas une œuvre, hein, c'est juste un livre. C'est quand même une Non, non, mais C'est quand même une œuvre. en fait, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est comment ce qui va un peu révolutionner une partie de la chirurgie est arrivé à maturité, hein. Et en fait, c'est une histoire de l'évolution de la médecine, hein, avec la chirurgie qui s'autonomise, le jardin des plantes, les amphithéâtres d'anatomie, et puis le développement de la science au XIXe siècle, avec le développement industriel et les conceptions des nouveaux instruments, et tout ça dans un environnement géopolitique qui compte, hein, parce qu'avec le poids de l'Allemagne au XIXe siècle et de l'Europe de l'Est, très fort en technique, la France qui se défend, qui est moins forte, mais qui organise des expositions universelles pour créer des rencontres avec les gens, etc. Et puis le XXe siècle, avec, là encore, des progrès qui sont quand même tempérés par les problèmes politiques. Et puis l'après-guerre, où là, tout se développe avec la création de la fibre optique, hein, qui permet de développer l'endoscopie souple, mais qui va également participer au développement de l'endoscopie rigide. Et puis le développement industriel avec Karl Storz. Et puis bien sûr les différents praticiens jusqu'à la consécration à Atlanta en 1983, en 1983, il me semble, je ne sais plus, où là, ils sont tous réunis et finalement on dit qui a fait le plus de vésicules par célioscopie, ou qui a fait, non, qui a fait la première vésicule par célioscopie. Et c'est Dubois qui est assis dans l'assemblée, comme ça, qui n'est pas du tout sur l'estrade, et qui dit, moi, j'ai commencé en octobre 88, enfin voilà. Et donc, c'était intéressant de raconter cette histoire avec tous les progrès techniques et qui ont permis de développer, les progrès scientifiques qui ont permis de développer tout ça, l'appropriation de la lumière, sa compréhension, etc., etc. Voilà. Ça m'a plu de raconter cette histoire. J'espère que ça vous amusera. Voilà. Merci, Hubert. Bravo. Alors, une autre chose à vous rappeler ou à vous annoncer, 3 jours importants au mois d'octobre, le 8, 9 et 10. Le 8 octobre, ici, nous accueillerons Octobre Rose avec des confrères étrangers qui viennent de loin, puisqu'ils viennent de Chine, du Brésil, j'en oublie, Israël, Israël Amérique, et les États-Unis. et puis peut-être nos amis africains qui nous écoutent. Et nos amis africains qui seront peut-être là pour aussi les RICF, qui eux ont lieu à Strasbourg le 9 et le 10 octobre, où ce sera la chirurgie 4.0 encore. Non, RICF, RICF, les RICF, chirurgies mammaires et puis les chirurgies francophones. toutes les chirurgies francophones. Voilà. Autre chose à dire? Non, mais venez nombreux. Oui, oui. Venez nombreux. On vous a mis des petits save the date si vous voulez à l'entrée pour vous rappeler les dates. Je disais, on vous a mis des petits save the date ici pour vous rappeler les dates. Je pense que ce sera un bel événement pour l'Académie. On espère qu'il y aura aussi des moments ludiques.
hein, des moments gastronomiques. Et puis voilà, ça serait chouette que vous soyez nombreux. Strasbourg, il y a gastronomie. Et à Paris aussi, on va essayer. Hein. Bon, alors à moi. À toi. À moi, à moi. Alors, la semaine dernière a été une session un peu d'innovation, au sens que tout le monde, tous les orateurs qui ont été là sont venus un peu au pied levé, avec beaucoup de gentillesse et d'efficacité. Nous avons eu d'abord le docteur Christophe Aubry, qui est militaire, je ne sais pas quel grade il a, mais enfin il en a un, il est plein de galons, mais pardon? Il est lieutenant-colonel. Voilà. Il nous a fait le retour d'expérience d'une mission médico-militaire au Tchad, avec une réflexion sur la présence de la France en Afrique francophone. Sa mission principale en 2022 a été la prise en charge des blessés de guerre, des forces françaises, mais aussi une aide médicale à la population. Ce geste humanitaire a été particulièrement apprécié par la population, euh, contrastant avec le désamour de la France, qui se situe surtout au niveau des forces militaires et apparemment peu ou pas dans les relations diplomatiques ou commerciales. On sentait cet homme très attaché à l'Afrique et au Tchad en particulier. Le docteur Olivier Delahaye d'Amiens nous a parlé de l'intelligence artificielle pour la pathologie de la cheville, où l'utilisation de l'intelligence artificielle aux urgences, à la lecture des radios, a permis de détecter des fractures, des déplacements ou du liquide intra-articulaire qui avaient été mal vus ou pas vus. La comparaison avec une lecture classique montre une performance élevée et donc cette technique peut être tout à fait utilisée à visée d'enseignement et qui semble particulièrement utile. Le professeur Sybille Faka de Strasbourg a parlé du lipofilling pour les mains neurologiques amyotrophiques. Elle nous a présenté entre autres un cas d'une femme de 46 ans atteinte d'une maladie de Charcot qui avait des griffes ulnaires bilatérales et une déshabitation, le 2S c'est trop, mais enfin bon, des espaces intermétacarpiens. L'aspect de ses mains la gênait considérablement et donc elle a corrigé d'abord les griffes ulnaires, puis a rempli les espaces intermétacarpiens avec de la graisse prélevée à la face interne du genou. Il y a d'abord eu un édème important au moins pendant 3 semaines, mais ensuite un résultat esthétique très satisfaisant. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le long terme car la malade est décédée avant. Cette technique semble tout à fait prometteuse pour traiter par l'hypomodeling des cas identiques d'origine neurologique pour la plupart. Le professeur Carole Matelin, j'espère ne pas l'avoir trahi dans mon compte-rendu, la chirurgie préventive, une indispensable réflexion éthique de l'ANC, l'exemple des mastectomies de réduction de risque. On assiste à une évolution paradoxale. D'un côté, diminuer au maximum la chirurgie avec la chirurgie minimale, la diminution des curages ganglionnaires, voire l'abstention chirurgicale, et de l'autre, des femmes saines qui demandent une mastectomie bilatérale pour diminuer un risque hypothétique. Sacrifier ses seins pour rester en vie. Cet acte chirurgical n'est pas sans conséquences morphologiques, bien sûr, et psychologiques. Cette demande augmente en dehors des risques génétiques qui, eux, sont bien compréhensibles. Ce qui est autorisé en France, 15 à 10% des indications génétiques ou des prédispositions héréditaires. Par contre, ce qui augmente, c'est des femmes qui ne veulent plus subir des mammectomies régulières, une surveillance régulière, qui trouvent que finalement, bah, pas avoir de sein, c'est plus simple. Ce qui ne réduit pas, ce qui réduit le risque, mais ne le supprime pas complètement. Donc, c'est un sacrifice qui paraît bien lourd, mais qui resterait à discuter tous ensemble. Merci de votre attention. Tu as été parfaite, Arlette. Et je passe la parole à Hubert.
Oui, donc nous allons commencer cette session. C'est que les communications libres, comme leur nom l'indique, sont libres et donc très variées. Et c'est ce qui fait d'ailleurs leur charme. Donc on va donner la parole à Gilles Dubois de Toulouse sur l'intérêt de la stabilisation dynamique dans le traitement des discopathies dégénératives lombaires.